Samedi 31 août de l'an 2019, chers amis internautes, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision, baptisé Info Hebdo. Nous sommes le dernier jour du mois d'août et cette semaine, l'actualité politique nationale du plafond au plancher a été marquée par les 100 premiers jours de la 8e législature et les 12 mois d'activité de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous en parlerons dans un instant avec ce sujet qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive au Bénin. Il s'agit de la fermeture des frontières du Nigeria au Bénin. Et pour en parler avec les invités du jour, je reçois pour vous, chers amis internautes, Ange Banoué, le directeur de publication du quotidien de l'actualité, sera avec Latif Boni, journaliste à E-Télé. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Ange Banoué. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de publication du quotidien de l'actualité. Vous êtes face à Latif Boni. Bonjour, journaliste à E-Télé. Bonjour à vous, bonjour à chacun et à tous. Alors, Ange Banoué, vous êtes journaliste, vous êtes directeur de publication d'un quotidien de la place qui paraît tous les jours. Alors, comment aviez-vous apprécié au sein de votre organe les 100 premiers jours de l'Assemblée nationale, de la 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin? Merci. Installé le 16 mai dernier, la 8e législature qui est avenue dans un contexte sociopolitique que nous connaissons tous, bon an, mal an, a ébauché quelques, je ne dirais pas quelques pas en ce qui concerne ce qui est de ses prérogatives. 100 jours après l'installation de cette législature qui a conduit également l'élection de son président Louis Vlavonou en la personne de Louis Vlavonou, également la constitution des groupes parlementaires, mais également après les commissions, etc., pour arriver également au groupe, pour ne pas dire, pour en arriver également à ce qui est des tests de loi, des accords de ratification de prêt qui ont été pris, et aussi, dans une certaine mesure, aussi, en dehors de cette loi et de tout ce qui a été fait pour pouvoir accompagner la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, il y a dans une certaine mesure aussi des attentes. Quand on se rappelle qu'autant à son avènement à la tête de ce Parlement, le président a eu à délivrer un discours qui, dans une certaine mesure, annonçait quelques pans de sa vision. Dans une certaine mesure également ramener cette Assemblée, ce Parlement qui est advenu dans un contexte de crise sociopolitique, de crise politique, qui a amené une partie de la classe politique et même qu'il a relevé dans son discours à travers un taux plus ou moins considérable de bulletins nuls, qui, dans une certaine mesure, a été appréhendé comme un signal fort à l'endroit de cette législature, qui devait, dans une certaine mesure, comme on le dit, renouer avec le peuple qu'il est censé représenter à travers les actes et les actions de qualité qui devront rassurer les populations. Alors, donc, je dirais qu'on en parlera certainement sur ce chantier-là, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Alors, je reviens par rapport à cette question assez précise. Alors, Latif Boni, tout de suite d'entrée de jeu, de manière sommaire, quel regard portez-vous sur les 100 premiers jours de la 8e législature du Bénin? Bon, je pense que le bilan que l'on peut faire, c'est de reconnaître qu'à l'installation de ce Parlement-là, de cette mandature-là, on avait peur en fait pour les parlementaires. Et sans doute, c'est une peur qu'on partageait aussi avec les concernés, à savoir comment aborder effectivement ce temps-là de doute, d'incertitude même, mais disons même de douleur pour pratiquement tout le peuple et surtout pour les politiciens, pour les politiques de notre pays. Et ce temps a été abordé, je pourrais le dire avec peut-être courage, pas sérénité, mais surtout avec courage. Et aujourd'hui, on a quand même remarqué, de point de vue individuel, il y a eu des parlementaires quand même qui vont chez eux et donc essayent de, on va dire, recolmater les brèches, histoire de regagner la confiance des populations, traduire la présence quand même, quelles que soient les conditions de sa venue, donc la présence d'un Parlement, donc,
finalement, les 100 jours ont permis, du point de vue individuel, donc, aux gens de reconquérir le terrain. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est sur le plan global, surtout à Porto Novo. Donc, dans leur ensemble, on les a vus effectivement se bâtir, pour ne pas dire mettre en place tout ce qu'il y a comme structure. D'abord, Ange l'a dit, le président, avec surprise élu, sa vice-présidente, là encore une autre surprise. Et donc, on a vu l'image nouveau d'un Parlement avec des personnages nouveaux qui ont émergé. Donc, une nouvelle expression donc, que ce Parlement-là j'allais dire, une nouveauté que ce Parlement-là a voulu en réalité, on va dire, imprimé dans les esprits de la population pour dire peut-être que vous en voulez aux parlementaires, vous en voulez à la classe politique dans son ensemble. Nous, on sera différents. La différence, c'est bien évidemment, Vlavonou, imprévu, sinon surprise. Et puis, Talata, elle aussi, inattendue, donc surprise. Donc, je pense que ce sont des éléments qui, comme ça, à un moment donné, ont été perçus comme étant des éléments venus par surprise. Mais j'ai l'impression que c'est une volonté de ces parlementaires-là d'envoyer un message. L'autre élément, effectivement, c'est que nous avons à l'interne, au niveau de la mise en place des structures, nous avons à l'interne donc quelque chose de nouveau aussi. Là encore, une autre nouveauté, c'est quand même 2 groupes parlementaires. Par le passé, ça pullulait, c'était un nombre, c'était des nombres, on va dire, variés, ça se cassait, ça reconstituait. Donc, là, aujourd'hui, nous avons 2 seulement pour chaque bloc. Et donc, je pense qu'il y a des nouveautés. Donc, ce sont des 100 jours de mise en place d'une expression nouvelle, si je peux me résumer, mais le tout orienté à rassurer, à regagner la confiance non seulement de la base de la population, mais surtout à rassurer ce qu'on appelait, ou ce que les politiques eux-mêmes appelaient entre-temps le camp d'en face, ceux qui ne sont pas concernés directement aujourd'hui et qui forcément doivent d'une manière ou d'une autre être servis. Et je pense que c'est après avoir dit ça qu'on arrive à ce que vous et Ange commenciez par introduire, c'est quand même les enjeux imminents, enjeux rappelés par le chef de l'État, le dialogue politique et la partition du Parlement. Pour l'instant, ils n'ont pas encore mis le pied sur l'étrier. Alors, 100 jours pour ce Parlement, on a vu de nouvelles habitudes. Le président de l'institution parlementaire descendre au niveau de l'administration parlementaire pour voir aussi certaines choses. Lors de son discours, des messages ont été lancés comme quoi on veut un député de titre nouveau, les abstentéistes seront punis. Ange Banoué, qu'est-ce qui a été fait en 100 jours selon vous de manière récapitulative? Et à votre avis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Écoutez, lorsqu'on prend par exemple la démarche entreprise par le président de l'Assemblée, élu le 17 mai 2019 par ses pairs au lendemain donc, de l'installation, et son discours du jeudi 27 juin à sa prise officielle de fonction, on arrive déjà à entrevoir en filigrane sa vision qui, dans une certaine mesure, part du contexte dans lequel ce Parlement a été installé. Celui non seulement de renouer la classe politique dans une certaine mesure, sinon les députés, les parlementaires, avec la population qu'ils sont censés représenter. Et sur cet aspect, on a vu que c'est un chantier véritablement assez délicat. Et jusqu'à un moment donné, on s'est même demandé, par ironie pour certains, si certains parlementaires pouvaient retourner dans leur fief, en griffe, pour pouvoir non seulement dire qu'ils sont venus, juste comme cela est de coutume, tenir des meetings, tout au moins rencontrer les populations à travers des séances. Des activités politiques. Oui. Mais comme on dit, le temps faisant son œuvre, et ayant compris également qu'ils sont en train de marcher sur des œufs, les choses se font dans une certaine mesure et dans une démarche qui permet aussi à ce qu'il n'y ait pas trop d'affichage, mais quand même qu'il y ait des actions qui se mènent, comme on le dit, dans les coulisses. Et je pense que c'est une stratégie qui consisterait forcément, comme on dit, comme je viens de le rappeler, que le temps, sachant faire ses œuvres, peut-être certaines douleurs et certaines attentes vont se colmater, et peut-être qu'on pourrait penser que on pourrait facilement fermer quelques, je ne dirais pas quelques fissures, quelques fractures, mais simplement que nous sommes aujourd'hui à quelques mois des élections locales et communales, et c'est là qu'un enjeu politique majeur se profile à nouveau. Et face à cet enjeu, je pense que
après avoir délivré un discours comme celui qu'on a eu le 27 juin dernier, il y a des enjeux majeurs qui attendent ce Parlement, au-delà des ratifications d'accords de prêt, au-delà comme on le dit, du vote de son budget qui est passé tout récemment, et également, surtout en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, parce que je pense que c'est l'un des chantiers sur lesquels ce Parlement est véritablement attendu et que les parlementaires eux-mêmes ont eu à reconnaître. Mais jusque-là, après leur avènement, il n'y a pas encore eu d'action, par exemple, sur ce point-là, qui amènerait peut-être la population à dire, jusque-là, on les soupçonnait d'être véritablement une caisse de résonance, mais voici ce qu'ils nous ont sorti pour se démarquer. En dépit de cela, pour se distinguer, pour montrer véritablement une démarcation de tout ce qui se fait jusque-là, parce que ils ont succédé à une législature, à une mandature qui, dans une certaine mesure, n'a pas pu faire grand-chose en ce qui concerne le contrôle des lois. Il y a eu beaucoup de textes de loi qui ont été adoptés, mais qui, dans une certaine mesure, n'a pas pu faire grand-chose. Il y a eu des commissions, mais pas de résultats. En tout cas, rendus publics. Même si les résultats sont déposés à qui de droit ou bien sont dans les coulisses, il n'y a pas eu de résultats rendus publics. Okay. Voilà. Maintenant, l'autre aspect également, c'est que par rapport à cette législature, il est aussi fortement attendu, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne les séances électorales, la relecture de certains tests qui relaient, de certains tests qui aujourd'hui... mais lorsqu'on analyse un peu l'ouverture du dialogue politique, ou tout au moins la rencontre du chef de l'État avec certains partis qui n'aient pas pu participer aux dernières élections pour raison de leur certificat de conformité, et deux partis qui ont finalement pu en avoir, notamment l'UDBN et Dynamique unitaire pour le développement de la démocratie. On se pose la question de savoir si quelque part, dans une certaine mesure, le contenu de ces discours-là n'est pas en train d'être vidé d'autre part. Ou tout au moins, si au-delà de tout cela, il n'est pas opportun, le plus tôt possible, de pouvoir reprendre la balle au bon pour voir tout au moins ce qui pourrait être fait en ce qui concerne ces tests de loi-là. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il est dit que même quand on prend par exemple le code électoral, il y a, lorsque les trucs vont au niveau de la Sénat, il n'est plus question de revoir certaines choses. Alors que cette fois-ci, nous sommes au niveau des élections, nous allons droit vers les élections locales. Et vous savez que là, c'est encore plus de proximité que les législatives. C'est encore plus de proximité. Et il ne faudrait pas qu'on pense peut-être que, bon, voilà, on a pu passer ce cap-là et qu'au-delà des certificats qui a été mis à disposition de certains partis, même si les gros partis de l'opposition l'attendent toujours et espèrent, en tout cas dans une certaine mesure, l'avoir, c'est qu'il faudrait également que le Parlement anticipe pour qu'on ne soit pas moins de 6 mois pour se retrouver dans l'incapacité de pouvoir toucher au test et qu'on reste à dire, voilà, nous sommes dans une situation qui ne nous permet pas. Parce qu'au-delà du certificat qui a été un sujet, c'est qu'il y a eu des éléments qui, dans une certaine mesure, ne répondent pas dans un contexte comme le nôtre, où nous avons face à des lois, pour le moins qu'on puisse dire, une administration aussi qui laisse à désirer. Alors, qui laisse à désirer, et là, vous avez suivi l'argumentaire vis-à-vis Ange Banouin, qui pense que c'est quand même une erreur, que dans les 100 premiers jours, les tests et lois qui ont été objets de polémiques et de controverses n'aient pas été relus, et qu'il est impératif que ces lois soient relues puisqu'on est à quelques jours des élections municipales et communales. Non, c'est vrai qu'il urge effectivement que le Parlement, on va dire, marque sa présence dans ce qu'on pourrait appeler le dialogue politique, sinon réparation de la classe politique. Il urge qu'on sente le Parlement de toutes les façons, parce que ça fait déjà beaucoup de voir le chef de l'État à tout moment lancer la balle et que que la balle soit lancée qu'au rebond, il n'y a pratiquement pas de preneur. Quand je dis preneur, c'est à la fois que, à part ces rencontres-là que le chef de l'État suscite et les lignes qu'il trace, à la récupération, vous ne verrez pas de façon significative l'opposition, si ce n'est pour dénoncer, mais ça manque aussi de réactivité de la part de l'opposition. Mais si de l'autre côté aussi de la mouvance parlementaire, pour ne pas dire du Parlement, il n'y a pas aussi une certaine réactivité, ça ne servira à rien de voir le chef de l'État parler, inviter à l'action. En réalité, ça fait déjà 2 fois. Il ne faut pas attendre la 3e fois. C'est déjà beaucoup. Et donc, je pense qu'à ce niveau, oui, Ange a raison. Il faut une certaine
autonomie dans l'action politique. Il faut une certaine autonomie dans le débat visant le dialogue politique de la part du Parlement, de la part peut-être même des deux partis politiques qui, défendent leur autonomie vis-à-vis du chef de l'État. Alors, quand il y a une mission comme ça, pratiquement, que le chef de l'État dévoile, mission notamment de remettre le jeu politique ou plutôt de calmer le jeu politique, je pense que c'est à ce niveau que cette autonomie-là des partis politiques devrait s'exprimer, à savoir que chaque parti politique, donc les deux, chaque parti politique sort et dit en réalité sa position claire et propose aussi une feuille de sortie de débat, si vous voulez, je ne vais pas dire de crise. Et donc, au-delà donc du Parlement, il y a quand même que les deux partis représentés au Parlement doivent montrer en réalité leur maturité. Ça, c'est un élément. Mais ceci dit, on ne peut pas mettre ça sur le compte de, on va dire, d'une insuffisance, parce qu'il n'y a que 100 jours. 100 jours, non seulement pour être installé, 100 jours après l'installation, donc pour mettre les commissions, 100 jours aussi pour voir l'administration. Voilà. Le contexte, l'urgence de la situation. Oui, il y a urgence. Est-ce que pas plus ou moins... Il y a urgence, mais ceci dit, il fallait quand même pratiquement mettre toutes les structures et tout le reste, voter un budget. On parlait en l'occultant. N'oublions pas, au moins, le Parlement a réduit son train de vie, en tout cas en termes de projection par rapport au budget. Donc, c'est avec une réduction que ça s'est fait. Donc, je pense déjà que ça fait aussi partie de ces éléments-là nouveaux que le Parlement veut faire voir à la population, dire nous sommes sensibles à la situation, notamment quand on dit à chacun de serrer la ceinture, le Parlement aussi serre la sienne. Alors, un Parlement de type nouveau, un Parlement qui veut agir beaucoup plus en se distinguant des clichés habituels. Nous espérons que dans les jours à venir, tout ce qui est lié à la réforme du système partisan et aux lois qui ont été objet de polémiques et de controverses, que ces tests-là seront relus de façon consensuelle afin que, au sein de la classe politique tout entière, il puisse avoir une certaine pacificité bienveillante en ce qui concerne ces différentes législations. Alors cette semaine, c'est également la semaine de notre anniversaire, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cette juridiction, quoique controversée et contestée, qui a célébré ses 1 an d'activité. Alors Ange Banoué, la CRIET qui a célébré 1 an d'activité, ou qui célèbre 1 an d'activité, parce qu'il y a 12 mois, il a été installé un 27 août, et donc le 27 août dernier, ça fait 1 an que la CRIET a été installée. Alors, tout de suite, vous, en tant que professionnel des médias, qui avez suivi de long en large les différentes activités menées par cette Cour, quelles sont vos impressions? Écoutez, 1 an après l'installation de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui, dans une certaine mesure, est arrivé, bon an, mal an, dans un contexte aussi où il y avait assez de suspicions dans l'opinion en ce qui concerne la mission qui lui est assignée. Passer ce cap des 1 an, il est véritablement opportun de faire le bilan et de savoir ce que cette Cour-là a pu apporter par rapport à ce qui se faisait en termes de juridiction au Bénin. Et dans une certaine mesure où cette Cour était apparue pour certains comme une Cour d'exception, alors que les gouvernants tentent de la défendre, ou en tout cas ses initiateurs de la défendre comme une Cour spécialisée. Et tenez-vous tranquille, lorsqu'on sait qu'au préalable, il y a eu par exemple la Cour de répression de l'enrichissement illicite au Sénégal, dont beaucoup font un parallélisme dans une certaine mesure pour pouvoir entrevoir des liens de concordance et pourquoi pas aussi des similitudes en dehors de l'attribution du terrorisme qui s'est ajoutée à celle du Bénin. Il y a lieu quand même, après ces 1 an, de pouvoir s'asseoir et se poser la question de savoir qu'est-ce qui a été fait et est-ce que véritablement les fruits ont-ils porté la promesse des fleurs, ou tout au moins si on peut espérer un avenir radieux par rapport à tout ce qui se fait. Aujourd'hui, dans l'opinion, il y a un tic, c'est que lorsque, par exemple, vous entendez parler de CRIET face à une situation ou bien face à quelqu'un qui est soupçonné dans quelque chose ou quoi que ce soit, il y a forcément, je ne dirais pas, en tout cas, une hauteur qui se prend
Parce qu'on se dit, mais tiens, écoutez, tout au moins, on a comme une tendance à ce que c'est une épée de Damoclès qui plane sur la tête en griffe des personnes qui pourraient se retrouver dans les girons de cette cour-là. Maintenant, l'autre chose, c'est par rapport à la mise en œuvre, sinon au droit, ou bien, je ne dirais pas, à la latitude qu'ont les personnes qui sont, je ne dirais pas, qui sont devant cette cour. C'est là maintenant que se pose en réalité le débat. Sinon, lorsque par exemple on est dans un contexte où on se pose la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui les gens qui gèrent nos ressources, est-ce qu'ils se sentent véritablement inquiétés dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire, et qu'aujourd'hui on rabâche le mot criette, les gens ont tout au moins un tic, et ils se ressaisissent dans une certaine mesure. Un gendarme désormais. Voilà. Maintenant, vous savez, tout ce qu'on pourrait dire, c'est que sur le champ politique, il y a forcément des accointances qui, dans une certaine mesure, ne sont pas partagées par rapport aux prérogatives de cette cour-là, qui permet à certains de pouvoir aussi dire ou bien donner leur lecture par rapport à cette cour qui, dans une certaine mesure, revient dans un contexte que nous savons où on s'est tous voulu que la justice, chacun puisse se retrouver véritablement dans ses droits face à la justice, d'avoir la liberté de pouvoir se défendre, quitte à ce que maintenant qu'il y ait des éléments qui le confondent. Voilà. Alors, Latif Boni. Oui, mon bilan d'1 an de la criette est un bilan de... Que la criette fait crier. Bon, ça crier, dépend. Effectivement, la criette est l'un de ces instruments-là qui, quand même, après leur installation par le régime en place, on va dire, a occupé les gens en termes de débat, en termes d'analyse, même en termes de philosophie juridico-juridictionnelle, si vous voulez. Ça fait école, que ça soit au niveau des théoriciens qu'au niveau des praticiens. Chacun y va de sa science. Donc, je pense que cela dépend de l'importance et surtout de l'action de la grande action qu'a accompli la criette en réalité. Même s'il y avait des manquements et qu'elle n'était pas utile, qu'elle n'agissait pas, personne ne parlerait. Le fait que tout le monde s'en préoccupe, tout le monde débat autour, explique tout simplement l'action grande qu'elle mène. C'est aussi simple que ça. Maintenant, sur le plan politique, les gens diront que ça ne juge que les autres. Je dis oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. En politique, le temps est si fragile et si rapide que ce n'est pas un souci que de voir un outil politique aujourd'hui ne frapper que les autres. Parce que les autres, demain, n'auront plus la même posture. Donc, je pense que c'est l'une des plus grosses réussites en réalité. Il faut qu'on arrête de voir la criette comme un instrument politique, mais qui peut aussi être utile qu'on soit au pouvoir. On peut continuer même par le voir ainsi et accepter que de toute façon, la roue tourne. Et elle tournera. Et que celui qui a mis ça en place, c'est que demain, lui et ceux qui ont mis ça en place ensemble ne seront pas à la même position. Ça veut dire qu'ils sont courageux de pouvoir mettre l'outil en place déjà. Donc, je pense que la criette, on peut faire le débat autour de tout ce qui l'entoure, mais personne ne va nier le fait qu'il y avait nécessité de mettre en place quelque chose comme ça. Ange l'a dit, même les plus courageux, les plus protégés d'un régime aujourd'hui installé savent que quelque chose comme ça a existé aujourd'hui. Le pire ou mieux peut exister demain. Et donc, je pense que cette idée déjà est quelque chose qui fait que les gens freinent dans leur élan d'aller là où on dans leur voracité. Donc, je pense que c'est l'un des succès de ce régime-là. C'est l'un des outils que ce régime-là a mis avec succès parce que nous savons que la corruption, il fallait faire quelque chose pour la contrer. Les ONG, structures de lutte contre la corruption sont unanimes, c'est une avancée. Est-ce qu'il y a des choses à réparer? Oui, la Cour constitutionnelle même a dû prendre, on va dire, une décision dans ce sens-là. Une fois encore, les parlementaires sont interpellés pour les quelques articles épinglés par la Cour constitutionnelle. Donc, mais pour l'instant, personne ne peut faire le débat de la nécessité de l'outil. Son fonctionnement, oui. S'il se penche d'un côté ou d'un autre, ça, c'est un débat à faire. Mais est-ce qu'on connaît dans ce monde un pays où la justice est aussi, on va dire, droite ou équitable à l'égard de tout le monde?
Non, il y a un temps. Il y a toujours des innocents quelque part dans le monde qui forcément, il y a un temps où la chose vous est favorable, un temps où ça peut se retourner contre vous. Et c'est cet équilibre-là qui échappe justement au temps qui fait la beauté des choses. C'est ça la vie aussi, ça ondule, ça oxy. Alors, Ange Manouin, quand vous avez suivi Latif Boni, on peut retenir que c'est une initiative salvatrice d'avoir instauré la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et que cette juridiction, son installation relève quand même d'une action audacieuse et courageuse. Parce que, et là je vous en viens, elle a connu des dossiers de malversation financière comme une affaire domaniale qui a impliqué le préfet du département du littoral Modeste Toboula et même cette rocambolesque affaire ICC Services. Écoutez, lorsqu'on rentre par exemple dans le droit positif béninois... Et les grands procès que cette cour a eu à connaître, a effectué plutôt. En effet, il y a eu des procès qui ont fait l'effet, je ne dirais pas, de ce que je ne voudrais pas nommer. Mais qu'on le veuille ou pas, la CREIAT est advenue dans un contexte donné. Il y avait un besoin latent. C'est que, en réalité, c'est comme le disait le professeur Joël Aïvor, en parlant par exemple de la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle n'est pas un fast-food où on vient faire concevoir quelque chose à consommer à l'instant, non? Et je pense que si la réflexion de la CREIAT est advenue et son avènement, comme on l'a vu, c'était dans un contexte de régler un problème. Celui de l'impunité, celui aussi... De la mauvaise gouvernance. Oui, l'impunité qui est le corollaire de la mauvaise gouvernance. Et aussi celui de certains dossiers qui, dans une certaine mesure, prennent du temps dans les juridictions. Alors, dans cet esprit-là, on pouvait entrevoir que l'avènement de la CREIAT venait régler un problème. Mais est-ce que, lorsque par exemple, vous vous rapprochez des hommes de droit, on vous dira que la justice a son temps, il y a le temps de la justice. Maintenant, si dans une certaine démarcation, dans une démarche de pouvoir vider certains dossiers, de pouvoir accélérer les procédures par rapport à des dossiers particuliers, parce que vous savez, dans nos cours, dans nos juridictions, il y a des gens qui sont là, qui attendent toujours d'être jugés, il y a des gens, il y a même des dossiers, des gens qui sont là, mais pour qui les dossiers n'ont jamais encore été ouverts. Et lorsque, par exemple, on fait l'audit d'un système comme celui-là, juridique, comme celui que nous avons au Bénin, et qu'on voudrait que les choses puissent être améliorées, il est quand même à entrevoir qu'il y ait des mécanismes qui puissent permettre à ce qu'on puisse, dans une certaine mesure, permettre à ce que les choses avancent. Dans cette logique-là, l'avènement de la CREIAT, par exemple, pour s'occuper de certains dossiers comme celui lié aux infractions économiques, et mieux le phénomène nouveau, celui du terrorisme, et aussi celui de la drogue et des produits, des stupéfiants, est un phénomène, est un élément qui, dans une certaine mesure, venait pour pouvoir régler un problème. Mais il s'est fait qu'à son avènement, cette cour s'est retrouvée dans l'engrenage des acteurs politiques. Et vous savez que lorsque les acteurs politiques sont entremaillés par des institutions, cela est forcément sujet à remous. Et c'est dans ce contexte-là que je pense qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose à gagner de la CREIAT, c'est de permettre simplement, non pas que de faire des acteurs politiques des gens intouchables, encore moins des gens qui doivent se contenter ou bien se cacher derrière leur titre pour pouvoir ne pas vouloir répondre devant les actes, mais de pouvoir donner encore plus de crédibilité à cette cour-là à travers les dossiers. Parce que vous aurez pu constater que lorsqu'il s'agit d'un dossier, c'est vrai, on dira peut-être que les acteurs politiques ont de la manière, ont peut-être aussi des moyens de pouvoir constituer des avocats qui, lorsque par exemple il y a un dossier qui est porté de ce côté-là, ils pourront agiter ça dans l'opinion publique. Pendant que peut-être le citoyen lambda n'a pas les mêmes moyens pour pouvoir, lorsqu'il est astreint devant une juridiction, de pouvoir faire autant de tapage, autant de bruit par rapport au dossier. Maintenant, l'un mis dans l'autre, c'est qu'on se rend tout au moins compte qu'il y a un besoin, dans une certaine mesure, de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une célérité, un temps soit peu, pour vider des dossiers qui existent, et pourquoi pas aussi empêcher que les gens ne se sentent, comme on le dit, dans un boulevard, avec pour pouvoir foncer comme ils le veulent dans la gestion et aussi à travers des actes illicites. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Il faudra donc retenir que, au-delà de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait par la CREIAT, il est important qu'aujourd'hui, que les autres juridictions aussi puissent avoir les moyens ou bien trouver des mécanismes pour que on ne sente pas que les yeux sont véritablement braqués que sur ces affaires-là. Parce que lorsque ça transparaît ainsi, les gens se posent la question de savoir, mais il y a toujours des gens, il y a toujours un monsieur qui attend depuis
qu'on l'a interpellé, de savoir qu'est-ce qu'il en est de son dossier, mais jusque-là, rien ne bouge. Mais à l'instant où on interpelle quelqu'un, la criette, ou le dossier est du ressort de la criette, vous savez aussi, ce qui est apparu pour les uns et les autres, c'est quoi? C'est que les dossiers qui ont été reversés à la criette, si c'était par exemple des dossiers après son ouverture, sa création, que la criette s'était saisie, comme on a vu, vous avez vu par exemple avec le cas du préfet, l'ex-préfet du littoral, que les gens ne se sont pas trop posé des questions, non pas parce que c'est un préfet, mais parce que l'action, en tout cas le fait est advenu après la création de l'institution. Vous aurez pu constater que ce qui a beaucoup plus posé polémique, ce sont des faits qui prévalaient, qui étaient là et qui ont été reversés à la Cour, puisque ça relevait de ses prérogatives, ses compétences. Parce que, en fait, c'est là où peut-être les questions de, je ne dirais pas, de suspicion et d'appréhension ont commencé. Pour dire, alors, si on a créé une cour et que c'est des dossiers qui existaient qu'on lui a transférés et qui sont en griffe, aller encore épingler des personnes qui étaient en griffe dans les couloirs de la justice. Donc, je pense que c'est un cas qui, peut-être dans une certaine mesure, doit nous inspirer, nous amener peut-être à mieux faire dans l'avenir. Pourquoi pas? Non pas pour pouvoir... et je pense même que peut-être certains pays qui vont vouloir s'inspirer de ce modèle-là, si tant est que c'est un modèle qui les intéresse, doivent en tenir compte pour éviter que l'enjeu politique ne l'emporte sur l'enjeu de la justice. Tout à fait. Moi, je pense que les grandes choses, de toute façon, provoquent les grands débats. Il n'y a pas à s'en faire sur les questionnements des uns. La seule chose que la criette a manqué de saisir comme opportunité, c'est le fait terroriste. Parce que, n'oublions pas, on a été quand même ébranlé. Hein. C'est vrai qu'on était dans un engrenage politique, mais on a été un peu ébranlé par ce fait-là, le terrorisme. Et donc, elle a manqué d'avoir les moyens de marquer au-delà du Bénin, peut-être l'Afrique et le monde. Notre confrère disparu au niveau donc au niveau de la Pandjari, avec l'enlèvement aussi des deux Français ensuite libérés. Donc je pense que c'était un dossier, entre autres, où la criette peut-être allait une fois encore convaincre l'opinion. Mais au sujet du rythme de la criette, quelle appréciation vous avez? C'est pour le rythme, non. Je pense que, pour ma part, c'est acceptable. Parce que, rapide, oui, parce que le gouvernement a mis les moyens. Et le gouvernement a mis les moyens, on va dire, c'est une volonté politique. Parce qu'il fallait quand même faire quelque chose pour envoyer un message au niveau donc, de l'opinion. À savoir que la lutte contre la corruption ne devait pas... La corruption et la mauvaise gouvernance ne pouvait pas rester seulement une question de discours. Et donc, le régime en place a choisi donc de donner les moyens à la criette pour qu'elle soit opérationnelle. On ne peut pas s'en plaindre, d'autant plus que Ange a parlé par exemple de la transmission de dossiers, mais après la transmission de dossiers aussi, le fait déjà de gérer au cas par cas, dès que les dossiers donc, tombent, les cas de malversation. Donc, je pense déjà que la rapidité de la criette décongestionne aussi les autres institutions. Les autres tribunaux. Qui là encore, parce que la criette fait grand bruit, on n'a pas remarqué que là encore, il y a eu des extensions. Hein. Il y a eu le renforcement. Voilà. Il y a eu un certain élargissement quand même du système judiciaire dans son ensemble, avec des tribunaux qui ont été, on va dire, dotés de certaines capacités qu'elle n'avait pas auparavant, des cours d'appel créés dont le nombre a été augmenté. Je pense que c'est un travail d'ensemble qui se remarque beaucoup plus au niveau donc, de la criette, parce que ses clients sont quand même... Elle est nouvelle, ça il faut l'admettre, mais surtout parce que aussi ses clients ont une très belle publicité. Il ne faut tout de même pas quand même que ça nous fasse manquer de voir que c'est un travail d'ensemble qui a quand même un peu partout dans le pays des cours d'appel qui ont repris du service parce que le gouvernement a renforcé
les capacités en termes de ressources humaines, donc les capacités donc, de notre appareil judiciaire dans son ensemble. Ceci dit, la rapidité, oui, moi, personne ne se plaint parce que dans un pays où il n'y a pas de risque à faire la politique, vous foncez droit vers le mur. Il doit avoir de risque à faire la politique. Surtout pour ceux qui ont des moyens avant de vouloir aller faire la politique, il doit avoir de risques. Au point où un cadet riche peut se dire, si je vais en politique, on va confondre mes avoirs avec ma carrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends des mesures, j'essaie d'être clean, j'essaie de rendre compte, j'essaie de me préserver ou carrément, je me préserve d'aller faire de la politique. À partir de ce moment, vous avez déjà un premier tamis qui commence déjà au niveau de la conscience individuelle. Ensuite, vous avez le second tamis qu'opèrent les partis politiques et le troisième tamis qui s'opère au niveau donc de la population. Si vous n'avez rien de tout ça, vous foncez droit dans le mur. Pourquoi? Parce que vous avez ceux qui ont développé la voracité. Voracité à l'égard du bien commun qui viennent sans tamis, sans avoir la crainte de quelque chose, mais surtout parce qu'ils savent que quand ils vont mettre de l'argent dans la chose, ils vont récupérer dans les caisses de l'État, font tout pour écarter les gens intelligents et les gens, on va dire, bien indiqués pour gouverner. Donc, je pense que, moi, qu'on fasse le débat de la criette tape si elle ne tape pas telle autre personne, je pense que c'est une affaire de temps. Le temps en politique, son rythme. La justice a son rythme. Et puis, de toutes les façons, c'est-à-dire le temps te positionne un jour dans une posture où tu finis par être touchable quand tu as été dans la gestion de quelque chose, du bien public. Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas perdre de vue. Et ma foi, ça pourra être peut-être de ces dernières années, peut-être depuis la démocratie, le plus grand de nos pas, en fait, que nous avons pu poser. Parce que, comme je le disais, c'était trop facile de savoir que, si je vais en politique, je n'ai qu'un seul risque, le risque de m'enrichir, pas un autre risque. Ça, c'était quelque chose de suicidaire. Est-ce que cela, c'est un risque? Pour la société. Bon, voilà. Alors, je n'avais que de chance alors, pas de risque. Ange Badmouen, Latif Boni, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons espérer que les différentes imperfections qui sont contenues dans la loi qui organise le fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sera corrigé par l'institution parlementaire, en l'occurrence les députés de la 8e législature. Alors, nous allons effectuer quelques commentaires au sujet de la fermeture des frontières du Nigeria au Bénin avant de clore cette émission. Ange Badmouen, le Nigeria qui a ses frontières fermées, nous avons remarqué cette semaine qu'au niveau de la TICAD, le chef de l'État Patrice Talon a rencontré son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari. Est-ce que désormais les Béninois peuvent pousser nous de soulagement et se dire que dans les jours à venir, la situation sera décantée? Écoutez, vous savez, la question du Bénin avec le Nigeria, comme celui de certains de ces pays limitrophes, est une question, je ne dirais pas, qui date de la nuit des temps, dans une certaine mesure, parce que tout le monde connaît le rapport du Bénin et des Béninois avec le Nigeria, et tout le monde sait ce que le Bénin arrive à en tirer par rapport à sa proximité avec le Nigeria en ce qui concerne le fisc. Selon certains experts, c'est environ au moins 14% des recettes fiscales à travers la réexploitation et autres. Mais on ne se pose pas souvent la question de savoir en réalité, en dehors de ces 14%, est-ce qu'on pourrait gagner quelque chose de mieux ou bien qu'est-ce qu'on pourrait gagner de mieux en revoyant, je ne dirais pas, notre politique vis-à-vis du Nigeria. Encore que le Bénin et le Nigeria, ainsi que certains pays de la sous-région se sont lancés tout récemment dans la zone de libre-échange économique. Il y a de cela quelques semaines à travers cet accord qui a été signé à Niamey. Et lorsqu'on analyse tout cela, on se pose la question de savoir, en réalité, est-ce que même cette fermeture n'est pas une opportunité, comme au lieu de l'entrevoir comme une situation critique? Sinon, on a tout fait de créer peut-être au scandale, parce que dans une certaine mesure, cela limite les échanges économiques. Mais, dans une certaine mesure, on doit pouvoir s'appuyer sur ces situations, qui n'est pas la première d'ailleurs,
pour pouvoir réinventer notre économie, pour pouvoir réinventer notre manière de converser avec le Nigeria, qui est une, je ne dirais pas, une opportunité dans une certaine mesure, parce que le marché du Nigeria, pour le Bénin, c'est un marché dont on peut profiter si, dans une certaine mesure, on essaie de réorienter la synergie de nos actions vers le Nigeria. Et on pourrait même tirer des dividendes au-delà de ce que nous pensons être ce que nous gagnons actuellement et sur lequel peut-être on se table. Simplement que à l'allure où vont les choses, on peut se rendre compte quand même que c'est un sujet préoccupant. Et au regard des clichés qui sont envoyés depuis la TICAD, on peut aussi s'attendre à dire, à espérer que dans les jours à venir, que la situation se décante et que au-delà des non-dits et de tout ce qui se joue en coulisses, des non-dits véritablement, et qu'on puisse véritablement trouver l'issue, en tout cas une panacée pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre et permettre à ce que les deux peuples, frères et amis, puissent véritablement échanger de commun accord comme cela se doit. Moi, je pense, Kadem, Kadem et Ange, que le Bénin n'a jamais été aussi proche de rentabiliser de son voisinage avec le Nigeria. Jamais. Aujourd'hui, on a une situation et deux chances. La première chance, c'est Talon. Il s'en fout pratiquement de ce que les gens vont dire. Il choisira ce qui lui semble être le bien pour la République. Ça, c'est la première chance. La deuxième chance, c'est Buhari. Buhari qui, quand même, a des impératifs, non seulement à satisfaire les faiseurs de richesse de chez lui, mais surtout satisfaire les besoins de mobilisation de ressources internes et le besoin de relancer son agriculture et donc son économie. Ça, ce sont les éléments. La situation, c'est la fermeture. La première chance, c'est Talon. La deuxième chance, c'est Buhari. Chacun avec son comportement, mais surtout ses impératifs. Parce que de tout temps, ce qu'on a considéré comme une chance, c'était une fausse chance, notre façon de commercer, notre façon de faire le commerce avec le Nigeria. À chaque fois, quand dans nos relations, on va nous jeter à la figure les questions de contrebande, ça ne fait pas responsable. Quand à chaque fois, on va nous dire que nous faisons entrer frauduleusement du riz, ça n'a jamais été responsable. Et donc, je pense que si j'étais Talon, Dieu sait que je suis loin de l'être, une fois que le Nigeria aura ouvert ses frontières, je ferme les miens. Je ferme les miennes, si vous voulez. Je les ferme parce que je les ferme. C'est une option suicidaire. Non, c'est pas suicidaire. Non, pas suicidaire. Je ferme pour réorganiser. Parce que la contrebande dont on parle, ou plutôt l'entrée illégale du riz, ça ne profite même pas à l'État. En fait, l'entrée du riz, ce n'est pas à la frontière. L'entrée du riz, c'est par le port béninois. Je pense non, mais dans ce cas, pas besoin de fermer la frontière pour... Non, il a besoin de fermer la frontière pour le Nigeria parce que le Nigeria ne contrôle pas ce qui rentre dans notre port. Le Nigeria contrôle ce qui rentre dans son port. Maintenant, je vous dis que je peux partager peut-être la question d'opportunité. Moi, j'ai eu par exemple la fois dernière à assister à des réunions. Il y a aujourd'hui la Sobetri qui est une société béninoise, la société béninoise de transformation du riz, qui doit se mettre en place. Et si aujourd'hui le Bénin arrive lui-même à produire son riz, le Nigeria est prêt à prendre le riz made in Bénin. Mais le Nigeria n'est pas prêt à ce que... Je suis d'accord, vous me rejoignez. Donc, parce que... Vous me rejoignez parce que c'est vrai. De fermer la frontière avec le Nigeria, mais peut-être de revoir l'importation... La qualité des produits, l'origine des produits. Je pense même qu'on aurait même pu vider cette affaire-là, par exemple, avec Bénin Control. Parce que la plupart du temps, le Nigeria, au fait, incrimine même quelque chose qui ne nous profite pas, parce que les gens importent du riz vous me rejoignez. Pour la réexportation vers les pays de l'Interland, mais qui finalement ils transitent ça sur le Nigeria, ou même parfois même c'est mis en consommation directe, et c'est l'État béninois qui paie. Donc il faudrait que les méthodes qui sont prises, qu'il y ait des mécanismes pour pouvoir véritablement réguler l'import. C'est vrai, le Niger, le Burkina peuvent importer du riz par le Bénin, et aussi qu'on puisse voir, il faut véritablement qu'on assainisse de notre côté. Non pas parce que c'est le Nigeria qui est demandeur. Au Bénin, on peut faire le choix. On peut faire le choix à notre niveau, par exemple, vous me rejoignez, d'importer du riz pour consommer. Maintenant, si nous voulons véritablement envoyer du riz vers le Nigeria, c'est qu'il faudrait que nous restons dans la démarche de ce que peut notre voisin, sinon on sera
targuer de quelqu'un qui n'est pas en griffe responsable. Merci à vous, Ange Banouin. Oui, Ange, vous me rejoignez parce Latif qu'en réalité, l'ouverture, ou plutôt le trafic normal sur les frontières, normalement, excluait en réalité l'entrée du riz béninois au Nigeria. C'est le minimum en réalité, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que nous avons avec nos voisins un régime de libre-échange, mais qui exclut les produits importés. À part peut-être le couloir de l'Interland, normalement, on ne devait pas laisser circuler, mais ça entre librement. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes, il y a des complicités. La seule manière forte pour contrôler l'entrée, c'est hermétiquement fermé, en attendant de trouver des moyens. Je crois que et par ailleurs, le pouvoir en place a déjà pris la mesure de la situation et que les choses seront en train d'être réorganisées. Il y a pas le tracking et tout ça. Dans de brefs délais, les deux peuples, frères et amis, puissent retrouver la fraternité, la convivialité qui leur est habituelle. Merci à vous, Latif Boni. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je m'en veux de vous arracher en si belle prise de parole, la parole, parce que nous sommes pris par le temps. Journaliste AE Télé, merci pour l'attention. Merci d'avoir sacrifié votre matinée de ce samedi, dernier jour du mois d'août, pour notre émission Info Hebdo. J'étais face à Ange Banouin, directeur de rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse de l'actualité. Merci Ange d'être des nôtres ce samedi matin. Merci à vous également, chers amis internautes, d'avoir suivi avec attention et beaucoup d'intérêt cette émission que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. À la réalisation, Joseph Guediga. Merci pour l'attention. À samedi prochain avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.eusatv.pj et retrouvez demain dimanche l'émission L'invité avec Zomaï. Ce sera reçu par René Dimon et bien moi. Merci.